Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du premier challenge en fait que j'ai réalisé d'effectuer sur ma chaîne Booktube. On a aussi changé d'espace parce que mon salon aujourd'hui est monopolisé par un marathon Game of Thrones que ma conjointe fait avec ses amis. Donc j'ai été reléguée dans la chambre pour pouvoir faire ma vidéo. Il s'agit du challenge du théâtre-athon que Tête de Litote a lancé pour une deuxième édition. Je vous explique vaguement comment ça fonctionne. On avait la possibilité de créer une liste de lecture, une pile à lire consacrée spécialement au théâtre et voir si on arrive à rentrer dans nos objectifs de lecture. Moi j'ai été un petit peu trop gourmande, pourtant je pensais que ça allait être plus rapide et plus facile à lire, mais la rentrée faisant, je commence à être un petit peu débordée et j'ai pas forcément eu le temps de tout lire. J'avais quand même triché un petit peu parce que dans la pile à lire que j'ai constituée, il y a déjà 2 pièces que j'ai lues. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu pour le challenge, ce que vous aimez en théâtre, ce que vous n'aimez pas ou quoi que ce soit. J'adore discuter avec vous à chaque fois. Il n'empêche que c'est ça, j'ai terminé quand même certaines lectures que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Je vais vous mettre donc la vidéo de Tête de Litote qui va davantage mieux vous expliquer le concept que moi, puis comme ça vous aurez aussi d'autres vidéos très sympathiques à regarder. Je vais commencer tout de suite en fait. Le théâtre pour moi est encore une de mes grandes interrogations. En fait, j'ai l'impression que tout ce que j'aime dans la vie, je l'aime, mais je décide de pas forcément aller le faire. Peut-être pas forcément aller travailler dedans ou des choses comme ça. Et le théâtre, c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'ai pratiqué le théâtre quand j'étais adolescente au lycée, comme beaucoup d'entre nous. J'ai failli reprendre mes études dernièrement, plutôt du côté scénographie. Au-delà de juste l'aspect textuel et jeu d'action, c'est plutôt le côté environnement, puis ça vient bien compléter aussi ce que j'aime par exemple dans un roman, la description de l'environnement qui permet de nous plonger encore plus dans l'ambiance du livre. Ce genre de détails-là, ce genre de choses-là, c'est quelque chose qui me plaît. Il n'empêche que comme d'habitude, j'ai toujours envie de faire énormément de choses et puis finalement, je me ravise et je ne le fais pas. Peut-être que je changerai d'avis à un moment ou à un autre. Il n'empêche que c'est une longue histoire, le théâtre et moi. Donc je suis très contente de participer à ce premier challenge avec le théâtre-athon. Dans ma sélection que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est plutôt en 3 catégories. Les classiques, les pièces québécoises que j'ai choisies et une découverte aussi qu'on m'a envoyée, que j'ai pas particulièrement eu le temps de lire pour ce challenge là, mais je veux quand même y jeter un œil, donc je vous présente tout ça tout de suite. Dans la version des classiques, j'avais choisi La vie est un songe de Calderon. Donc j'ai la version bilingue, je comprends pas un mot en espagnol, donc toute l'utilité d'avoir la version bilingue, mais j'aime bien le rapport aux mots et au lexique de base, donc je me dis qu'un jour je vais peut-être davantage regarder le texte espagnol, donc peut-être ça me permettra d'apprendre cette langue. J'avais jamais lu La vie est un songe, j'avais déjà essayé, puis j'avais abandonné, du coup je me suis dit ça va être un vrai challenge, au moins celui-ci, je vais le lire. L'histoire se déroule sur 3 jours. Il y a 2 lieux différents, le palais et une tour, le palais royal et une tour prison. Et l'enjeu, c'est un roi a comme héritier donc son fils, mais le ciel a donné une mauvaise augure sur le règne de son fils héritier. Donc plutôt qu'il devienne un mauvais roi et qu'il soit vraiment trop violent ou quoi que ce soit, il a décidé malheureusement pour lui de l'enfermer dans une prison dès sa naissance. Et le roi, se rendant compte qu'il va bien falloir qu'il passe le sceptre à un moment à quelqu'un, se dit peut-être que le ciel s'est trompé ou peut-être que son fils va suffisamment avoir d'intelligence pour contenir ses émotions, sa violence, etc. Donc il va le faire libérer, il va l'endormir, il va le faire libérer, il va le faire amener dans le palais royal et le faire traiter comme le prince héritier, comme si son emprisonnement avait été un mauvais rêve. Et si jamais ça marche pas, il va pouvoir le réemprisonner comme si
son statut de prince, finalement, avait été juste un rêve. D'où le titre La vie est un songe. Et en fait, j'ai bien aimé. Finalement, j'ai réussi à accrocher à cette lecture cette fois-là. Et non, j'ai bien aimé. Il y a pas mal d'actions, de dialogue. C'est assez fluide. C'est beaucoup plus poétique, évidemment, que, on va dire, du théâtre contemporain. Donc ça, j'ai bien aimé aussi. Et puis, non, j'ai trouvé ça intéressant, le fait que ça soit sur 3 jours, il y a des étapes, il y a différentes étapes. J'avais quand même lu un peu toute l'introduction qui avait été préparée et présentée par le traducteur Bernard Cessé pour cette édition-là. Et ça m'a aidé un peu, parce qu'en fait, j'imagine que si j'avais commencé le livre sans savoir ce qui m'attendait, j'aurais peut-être rien compris. Donc je sais pas, mais en tout cas, non, j'ai bien apprécié. Le deuxième classique que j'ai choisi, c'est En attendant Godot de Samuel Beckett aux éditions de Minuit. J'aime beaucoup les éditions de Minuit, ce petit côté vieux carton, j'aime bien ça. Et donc ça fait partie de mes tricheries, parce que En attendant Godot, je l'ai lu quand j'étais, je pense, de la seconde à la première, parce que je suis passée non, c'est pas vrai. De la première à la terminale, parce que je suis passée en terminale littéraire, je vous raconterai ça une autre fois. Mais j'ai fait genre j'ai dévalisé, je pense, toutes les bibliothèques que j'ai pu trouver à cette période-là. Et donc, c'est ça. J'ai déjà lu ça il y a un petit moment maintenant. En attendant Godot, moi déjà la première réflexion que j'ai, c'est que Godot pour moi c'est Dieu, parce que si on retire le OT ça fait God, bon bref, c'est ça, c'est de la psychologie et de l'analyse textuelle là-dessous, mais je pense que c'est ça. Il y a 2 personnages qui attendent inexorablement quelque chose, quelqu'un qui doit arriver, mais on ne sait pas s'il existe vraiment, on ne sait pas s'il est là vraiment, puis il y a quand même beaucoup d'absurde qui est autour de ça, donc c'est ce qui fait toute la richesse de Samuel Beckett. C'est une pièce qui est un petit peu compliquée, je trouve, à expliquer, mais en fait c'est ça, ils attendent quelque chose et ils sont pas sûrs que ce quelque chose ou ce quelqu'un existe vraiment et va vraiment arriver, et il y a plein de choses il y a tout un dialogue quand même assez philosophique sur l'humanité qui va découler de leur attente à eux. Pour compléter ma connaissance de Samuel Beckett, j'ai lu Fin de partie. Donc j'ai pas lu le Acte sans parole, donc toujours aux éditions de Minuit. J'ai beaucoup aimé ça. Alors c'est un peu dans la même veine que En attendant Godot. Là, ils attendent encore quelque chose. En fait, là, cette fois-ci, ils attendent la mort. Ils sont 4, les 2 parents, le père et le fils. Et puis, c'est encore une fois très absurde. Il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi exactement, et ils attendent du coup la mort, et le personnage principal qui est Ham, qui est donc le père, est aveugle et très impatient, insatisfait, il a toujours besoin de quelque chose. Son fils Clove, même s'il en a marre, lui dit qu'il va s'en aller, mais finalement il s'en va jamais, puis il lui obéit toujours. Il y a beaucoup de descriptions sur le jeu de scène, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, parce que même si on ne le voit pas jouer, on arrive quand même très bien à cerner, et comme je vous l'expliquais tantôt avec mon intérêt pour la scénographie, je trouvais ça vraiment intéressant, et je vous le conseille quand même, parce que c'est pas la pièce la plus connue de Samuel Beckett, et je l'ai bien aimée, elle se lit très rapidement, et c'est très chouette. Cette fois, on va passer à la partie québécoise. Donc la partie québécoise, c'est pareil, j'ai aussi une petite histoire personnelle qui est reliée à ça. Le Québec n'a pas forcément d'auteur très connu, on va dire, outre-Atlantique. Moi, j'ai fait l'effort de réussir à découvrir un peu cet univers littéraire-là, et en fait, je me rends compte jour après jour qu'il y a énormément de choses à découvrir, et j'en suis très satisfaite parce que c'est ici que je vis, et probablement que je ne vais pas rentrer en France. Donc, je suis très contente que finalement, il y ait une vie littéraire qui existe au Québec. Et dans cette vie littéraire-là, il y a quelqu'un qu'on ne peut absolument pas rater, c'est Michel Tremblay. Donc, Michel Tremblay, pour ceux qui ne le connaissent pas, il ressemble à ça, ce monsieur. Et moi, je l'ai découvert complètement par hasard. En fait, la bibliothèque
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, donc la grosse bibliothèque de Montréal, a organisé, il me semble, il y a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, une exposition dédiée à Michel Tremblay. J'aime beaucoup les expositions, je me suis dit je vais aller voir à quoi ça ressemble. Je suis complètement tombée amoureuse de cet auteur-là, en tout cas de ses pièces de théâtre, et c'était certain que j'allais lire celle que j'avais achetée en occasion pour parfaire un petit peu ma culture. Alors là j'en ai juste 3, mais il en a des dizaines. Il a aussi écrit toute une saga qui se passe sur le plateau Mont-Royal. Donc non, Michel Tremblay c'est une institution au Québec. Si vous voulez découvrir quelque chose, n'hésitez pas, vous pouvez largement commencer avec lui, vous ne serez pas déçus. Je vais commencer par Fragment de mensonges inutiles. C'est la pièce de théâtre, c'est la première que j'ai lue de lui dans l'exposition. Justement, il y avait un coin lecture qui était dédié, et j'ai pas été capable en fait de fermer le livre tant que je l'avais pas terminé. Bon, il est pas très gros, on s'entend, mais c'est vraiment chouette, une histoire d'adolescent qui découvre son homosexualité, qui sait pas exactement comment en parler, qui se cache, etc. Donc évidemment c'est un sujet qui m'intéresse et qui me tient à cœur, donc je vous le conseille. Vous allez découvrir du vocabulaire québécois si vous en connaissez pas, et c'est tout en... Ça semble naturel en fait, la manière dont il explique les choses, et j'ai bien aimé cet environnement là. Pour le challenge, j'ai aussi lu Le Vrai Monde, point d'interrogation, là encore, plutôt court, et assez sérieux. J'ai lu la 4e de couverture, j'ai vraiment aimé, je vais vous la lire. À 23 ans, Claude rêve de devenir écrivain. Ça déjà, pour moi, ça m'intéresse. Sa première pièce met en scène 3 personnages qui portent justement les noms de son père, de sa mère et de sa sœur, auprès desquels il a puisé son inspiration. Ces personnages prennent vie et côtoient leur modèle. Une fascinante confrontation s'ensuit où s'agite le double fond des choses, la multiplicité des perceptions et des réalités. Où est le vrai monde lorsque chacun crie au mensonge? Donc c'est ça, en fait, chaque personnage, le père, la mère, la sœur, va être en double. On va le père 1, la mère 1, la sœur 1, et père 2, mère 2, sœur 2. Il y en a, le 1 c'est les vrais, le 2 c'est ceux qui sont dans la fiction, entre guillemets, de la pièce de théâtre qu'il a écrite. Et ils vont se parler les uns les autres, et en fait le dialogue est construit de manière à ce qu'ils se répondent entre eux. C'est un super exercice d'écriture, vraiment, je trouve ça vraiment chouette. J'avais peur de m'emmêler les crayons en le lisant, et en fait pas du tout. C'est très fluide, et c'est très très bien construit d'un point de vue écriture. Je vous disais que j'avais pas eu le temps de lire la totalité des pièces que j'avais choisies. Effectivement, Les Belles-Sœurs, qui est pourtant, je pense, la pièce la plus connue de Michel Tremblay, que tout le monde joue à l'école dès lors qu'ils font du théâtre au Québec. Et ben non, moi celle-ci je ne l'ai pas encore lue, donc je l'ai dans ma bibliothèque, je la lirai plus tard, je vous en parlerai à ce moment-là. Mais du coup je peux pas vraiment vous en parler parce que je sais pas de quoi ça parle, mais elle est excessivement connue au Québec. En passant, la maison d'édition qui est pas mal spécialisée en théâtre au Québec, c'est les éditions de Leméac. Et j'aime beaucoup cette édition-là. C'est très sobre et très beau en même temps. Dans une bibliothèque, c'est très sympa à regarder. Et enfin, je vous disais qu'il allait y avoir une découverte que je ne connais pas non plus parce que j'ai pas eu le temps de la lire. On me l'a envoyé, donc je me dis que c'est pas parce que ça fait pas partie d'une grosse maison d'édition que c'est pas bon, bien au contraire. Donc les éditions de la Maison Brûlée m'ont envoyé la tragédie de l'âne et donc les farces philosophiques de Catherine Gil-Alcala. Je connais ni l'auteur ni la maison d'édition, j'ai pas encore eu l'occasion vraiment de regarder. Je vous dirai ce que j'en pense. Est-ce que ça me plaira, est-ce que ça me plaira pas, je ne sais pas. Donc voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui sur le théâtraton qui est un petit peu longue, je suis désolée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Moi je vais brûler les planches, je vais prendre ma revanche, écrouler sous l'avalanche des cris et des bravos que j'entends dans mon dos. Je vois déjà les critiques, des papiers dithyrambiques
et personne ne s'explique comment.